Vers le milieu du XVe siècle, la ville n'est que l'ombre de son prestigieux passé. La population a terriblement chuté, passant de 400 000 habitants à seulement 50 000. Mais l'assiégée demeure très risquée, car Constantinople est bordée d'eau sur 3 côtés et elle est de plus fortifiée. La cité est entourée par une série de 3 murs. Ces fortifications de plus de 30 mètres de haut et de 9 mètres d'épaisseur résistent depuis plus de 1000 ans. Pourtant, Mehmet a une solution à ce problème. La supériorité militaire des Ottomans provient en partie de leur maîtrise de la poudre. Ils savent utiliser cette substance de diverses manières, toutes assez sophistiquées. En 1453, sous Mehmet le Conquérant, le siège de Constantinople est la première application spectaculaire de ce savoir. Des canons énormes ont été spécialement commandés par Mehmet pour cette occasion. Jusque-là, les canons étaient constitués de bandes de métal forgées réunies par des arceaux. Ils lançaient des projectiles de pierre avec guère plus de force qu'une simple catapulte. Une nouvelle génération de canons en bronze massif va maintenant être coulée. On y tasse une quantité suffisante de poudre pour propulser des boulets de métal avec une force prodigieuse. Pourtant, les espoirs de Mehmet ne reposent pas uniquement sur ces canons. Le canal du détroit du Bosphore fait plus d'1,5 km de large et c'est l'unique lien entre la ville et la mer Noire. Si Mehmet parvient à fermer ce passage, Constantinople est à sa merci. Mehmet doit construire une forteresse à l'endroit stratégique qui bloquera l'accès au détroit. Il l'a bâtie à proximité des grands remparts. Quatre mois à peine lui suffisent pour construire une énorme citadelle à 7 tours, appelée Roumeli Hisari. On dit que Mehmet a lui-même porté des pierres lors de la construction de cette citadelle. Elle est à peine achevée qu'il resserre déjà son étreinte autour du Bosphore. Le premier navire qui défie ses ordres et refuse de s'arrêter est coulé, son équipage décapité et son capitaine empalé sur les murs du château. Pour empêcher les bateaux de Mehmet de s'approcher, les Byzantins tendent une énorme chaîne en travers du détroit. Le 22 avril 1453, les habitants assiégés observent avec effroi les troupes de Mehmet qui hissent 70 de ces navires sur la rive, les font glisser sur terre à l'aide de planches enduites de graisse, évitant ainsi le barrage de Chêne. Plus de 100 000 soldats ottomans sont maintenant déployés devant les murs de Constantinople. Ils préparent le plus grand bombardement de l'histoire de la guerre. Sous le feu incessant des assaillants, les 7000 chrétiens de la ville résistent pendant pratiquement un mois. Désespérés, les Byzantins qui occupent la ville demandent de l'aide à leurs frères chrétiens d'Europe. Mais l'Europe au XVe siècle est bien sûr incapable d'organiser une opposition sérieuse à cette menace turque qui grandit à l'Est. À cette époque, les monarques européens ont leurs propres problèmes militaires et politiques. Constantinople va devoir se débrouiller toute seule. Le 29 mai 1453, peu avant l'aube, l'armée turque ouvre une brèche dans les murs de la ville. En quelques heures, Constantinople est entre les mains des Ottomans.
Mehmet entre dans la ville et se dirige droit vers le plus célèbre de ses trésors, la magnifique église Hagia Sophia. Construite au VIe siècle par l'empereur Justinien, Hagia Sophia signifie l'église de la Sainte Sagesse. C'est alors le plus grand lieu de prière au monde. Bien sûr, les autres musulmans et les Ottomans eux-mêmes ont déjà trouvé de nombreuses églises sur leur passage. Mais ils n'ont jamais rien vu de semblable. Personne n'a jamais rien vu d'aussi beau que Hagia Sophia. Hagia Sophia ou Hagia Sophia, comme l'appellent les Turcs, est une des merveilles de l'architecture mondiale. Son dôme est le plus grand et le plus haut jamais construit. Il est admirablement décoré d'or, de mosaïques et les volumes sont merveilleux. Pour Mehmet, c'est un superbe butin. À l'intérieur de l'église, une voix turque s'élève et proclame en arabe le premier pilier de l'islam. Il n'est de Dieu que Allah. Mahomet est son messager. L'église la plus grande de la chrétienté est désormais une mosquée. L'architecture de Hagia Sophia va inspirer toutes les mosquées ottomanes à venir. Mais aucune ne pourra rivaliser en taille et en envergure avec Sophia. Sophia qui appartient désormais à Mehmet, le conquérant. La nouvelle de son triomphe provoque des remous dans le monde entier. Pour les Européens, c'est un vrai désastre. Après tout, Constantinople était la nouvelle Rome. C'était la ville de Constantin, le symbole de la domination chrétienne en Orient. Les dirigeants ottomans ont différents titres pour se qualifier. Khan signifie empereur en turc. Shahisha, le roi des rois en perse. Et sultan est le mot arabe pour dirigeant. Mais maintenant que l'ancien empire byzantin est sous leur contrôle, Mehmet et ses successeurs revendiquent un autre titre, celui de Saint-Empereur romain. Les Ottomans ont atteint les portes de l'Ouest et sont prêts à continuer vers ce qu'ils estiment être leur ultime destinée, la conquête de l'Europe. Cette quête va revenir au sultan le plus légendaire de tous. Selon le calendrier musulman, il est né au début du Xe siècle et il est le 10e sultan à descendre directement d'Osman. C'est l'envoyé du destin dont on attend puissance et gloire. Selon le langage de l'époque, c'est le Saïd Karan, le dirigeant universel, le maître d'une conjonction prometteuse dont on a prédit la venue et dont la légitimité est confirmée par les astres. Il s'appelle Soliman, de Salomon, le roi de l'Ancien Testament. Et sous son règne, l'Empire ottoman va atteindre son apogée. Soliman est extrêmement cultivé. On le forme au sultanat depuis le jour de sa naissance. Dans sa jeunesse, il noue une relation qui va avoir un immense impact sur sa propre vie ainsi que sur l'Empire. Il était encore prince de la couronne quand il se lie d'amitié avec un jeune converti d'origine grecque qui a pris le nom d'Ibrahim. Ils ont pratiquement le même âge et sont très proches, tant sur le plan personnel qu'intellectuel. On peut dire qu'ils ont été élevés ensemble.
Et selon la coutume, quand Soliman accède au trône à la mort de son père, il emmène son fidèle Ibrahim avec lui à Istanbul. Quand il accède au trône, Soliman a 26 ans et il est bien déterminé à marquer le monde de son empreinte, c'est-à-dire dès que ses ministres le lui permettront. Au début de son règne, Soliman doit affronter les grands vizirs et les généraux. Ceux-ci refusent tout simplement de l'écouter, estimant que ce jeune homme de 26 ans n'a pas fait ses preuves et qu'il n'y a aucune raison de lui obéir. C'est sur le champ de bataille qu'il prouvera son courage. En effet, on attend de chaque nouveau sultan qu'il commence son règne en étendant son empire. Les Ottomans contrôlent maintenant le Kurdistan, l'Égypte et les deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Pour conquérir l'Europe, Soliman va commencer par Belgrade, en Hongrie. Il est à la tête de la dynastie ottomane et doit donc accomplir certaines fonctions. La conquête de nouveaux territoires en fait partie. Un an après son accession au trône, Soliman se rend à Belgrade avec l'intention de s'en emparer. C'est important d'un point de vue stratégique parce que c'est de là que son armée va pouvoir avancer vers l'ouest. L'année suivante, il a pour ambition de conquérir l'île de Rhodes. Cette petite île est gênante car c'est un bastion de la chrétienté dans une mer par ailleurs ottomane. C'est aussi le refuge de pirates qui s'attaquent aux bateaux de commerce musulmans. Les 50 000 défenseurs de Rhodes protègent l'un des forts les plus résistants du monde. Cette fois, Soliman ne fait pas usage de la poudre et de ses énormes canons. Il échafaude une nouvelle stratégie très peu utilisée jusque-là. Les Ottomans sont les tout premiers à faire preuve de créativité dans l'utilisation d'explosifs pour des fins militaires. Les soldats du génie ottoman creusent une cinquantaine de tunnels tout près des fondations du fort dans le but de les faire sauter. Pour réaliser cette tâche dangereuse, ils sacrifient des chrétiens des Balkans enrôlés de force. L'énorme explosion marque le début d'un assaut acharné qui va durer 6 heures. Pourtant, les Turcs sont repoussés. Au bout de 145 jours de siège, les chrétiens épuisés finissent par négocier une trêve. Les Ottomans ont gagné. Cette conquête fait bien plus qu'inclure Rhodes dans l'Empire. Le sultan Soliman peut maintenant être pris au sérieux et sa marche vers la victoire a commencé. L'Europe entière finit par craindre le nom de Soliman. Mais dans son propre pays, il n'a pas la même réputation. L'histoire islamique le mentionne sous le nom de Kunan, qui signifie le législateur. Les Ottomans sont des bureaucrates dans toute l'acceptation du terme. Ils gardent la moindre archive et pour contrôler les différentes peuplades de l'Empire, ils doivent organiser un système juridique très élaboré. C'est sous le règne de Soliman que sera créé un système juridique unique pour administrer cet empire tentaculaire. Les lois de ce système serviront de base à bien d'autres constitutions nationales.